Bon, bah, elle a 3 ans, ça fait du ProRes RAW, c'était quand même bien, hein, franchement. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Isted Production. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans nos locaux aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Ronin 4D et nous sommes dans les locaux de chez DJI Store à Paris. Le DJI Store à Paris, rue Soufflot, entre Luxembourg et le Panthéon. Une équipe au top et du matériel DJI à foison, des drones, du matériel de stabilisation et le Ronin 4D qui vient d'arriver. Ils proposent même des rendez-vous pour une prise en main du Ronin 4D, donc je vous invite à aller les contacter. Nous allons voir donc dans cette vidéo tout le potentiel de cette caméra là et il faut le voir pour le croire entre guillemets parce que c'est vraiment une caméra à part. Cette vidéo là, j'espère, vous donnera envie de venir au DJI Store pour pouvoir la prendre en main et apprivoiser cette caméra. Comme vous pouvez le voir, j'ai ramené la Komodo 6K sur Ronin S2. Voilà, donc on va essayer de faire une comparaison car c'est un capteur 6K également, stabilisé, tout en un. C'est ça le concept de cette caméra, c'est qu'en fait c'est une caméra mais stabilisée en un seul corps caméra. Alors qu'en fait nous on utilise une caméra et on la met sur un stabilisateur. Donc nous allons comparer les deux et nous allons voir tout de suite les specs de cette caméra. C'est parti. Donc déjà son poids. Donc on va la prendre comme ça, voilà. Donc là elle n'est pas allumée et tout ça. Hop, on va regarder. Donc j'ai ramené une balance. Alors, 5174 grammes. Donc 5 kg 174 tel quel avec la batterie, la monture DL avec le 24 mm de chez DJI. Donc là on a 5 kg 100. Donc ça paraît lourd, mais franchement c'est tellement, la prise en main est tellement ergonomique que finalement ça paraît pas si lourd que ça. Mais comparé à la Komodo, là nous sommes à 6 kg 150. Tout ça, ça pèse 1 kg de plus que la caméra DJI. Donc 1 kg sur une journée de tournage entière, c'est pas négligeable. Deuxièmement, c'est une caméra, donc c'est la nouvelle nacelle X9 de chez DJI, qui est vraiment très massive. DJI a commencé avec la X3 sur l'Inspire One, petit capteur de tiers de pouce. Après on a eu la X5 avec un capteur micro 4 tiers avec des montures interchangeables, donc ça c'était plutôt sympa. Et puis la X7, dans la suite logique de chez DJI, elle s'appelle la X9. Là voilà la X7, là-dessus on a le 16 mm, donc voilà, on voit bien la différence de taille entre la X7 et la X9. La X9 quand même est un gros bébé. Hein. D'ailleurs on va pouvoir enlever la X9, on va voir ça. Donc c'est une caméra, en fait la tête est gyrostabilisée et enlevable. Donc c'est à dire que on espère, je l'espère, qu'on pourra la mettre par exemple sur un drone. Donc contrairement à la X7 qui est du 6K Super 35, là nous avons un plein format, donc un 24-36. Il y aura deux modèles, la X9 6K et la X9 8K. La X9 8K aura son petit liseré rouge pour la différencier de la X9 6K. Plein format, donc capteur plein format, elle fait du 120 images secondes en 4K, 60 images secondes en 6K. Elle propose du ProRes 422 HQ, mais, vous me direz, c'est pas beaucoup, elle était prévue à avoir du ProRes RAW. Juste avant la sortie de la caméra, le ProRes RAW a été retiré des specs de la caméra, mais même moyennant une baisse de la caméra. Comme on va pouvoir le voir, le 422 HQ est vraiment très bon. Red propose aussi du ProRes 422 HQ. Red propriétaire propose du 6K RAW, mais son ProRes HQ, 422 HQ, est en 4K. Là, nous verrons, c'est du vrai 6K ProRes 422 HQ et qui est très propre. Le log de la caméra DJI est très bien. Donc nous allons voir ça. Et surtout, on risque d'avoir des upgrades parce que je pense qu'il y a une équipe de chez DJI qui bosse là-dessus et dans les mois qui suivront, nous allons avoir des mises à jour pour avoir deux ProRes 4444. Donc ça, c'est sûr qu'elle est possible de le faire, 444 XQ. Et sûrement le ProRes RAW quand ils auront réussi à batailler avec Atomos et Red. Sur cette caméra, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Nous allons essayer de voir le maximum avec vous et de vous montrer le maximum, mais ils ont bossé dessus pendant 3 ans. Tout a été vraiment étudié. Il y a plein de boutons, des molettes, un écran, un menu bien conçu. Je vais essayer d'être le plus précis possible. S'il manque une petite info ou qu'il y a une petite erreur, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Depuis la X7 d'ailleurs, DJI a étudié vraiment, a même fait un livre blanc sur la color science. Donc ils ont vraiment étudié la profondeur des pixels et leur science de la couleur. Donc on sait que la X7 est un très beau rendu, matchable avec le Log-C de chez Arri, le Red Log Film de chez Red. Donc ça on sait. Et donc là ils ont même carrément marketé le nom, ça s'appelle le DCCS, DJI Cine Color System, qui permet la restitution pleine de toutes les couleurs. Le capteur, c'est un plein format 24-36, donc comme les boîtiers pellicule. Donc la pellicule, voilà, donc défilement vertical pour le cinéma. Le Super 35, donc on imagine la fenêtre qui était aussi grande que la Komodo et
la X7, mais sur nos boîtiers photo, le défilement est horizontal, et là on avait vraiment donc 36 mm en largeur et 24 en hauteur. Voilà, donc la pellicule en photo, 24-36, donc plein format, d'où le nom plein format, ça vient de la photo en fait. Voyons voir à quoi ressemble cette caméra X9. Déjà, on voit qu'elle a un gros berceau, un gros capteur, et elle a 2 moteurs de chaque côté. Comparé à la X7 qui avait un seul moteur et un point d'accroche de l'autre côté. Comme les nacelles de chez DJI, comme les Ronin RS2, on peut bloquer ou débloquer les moteurs. Donc en fait, nous avons des petits loquets. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a une butée là. Hop. Hop, ici aussi. Et le 3e axe. Nous avons une baïonnette ici, donc il suffit de desserrer, voilà, on desserre jusqu'à fond, hop, on appuie dessus, ou la tourner, voilà. Hop, oh là là, donc elle est quand même assez massive, hein. Très très massive, on voit il y a un double connecteur, voilà, hein, comparé à la X7, donc là on voit bien, là on arrive à avoir des débits de 2 gigabits seconde. Donc j'espère que là on va avoir 4 gigabits seconde, hein. Je rigole. Donc voilà, donc double connecteur, assez grosse, la monture est très énorme, on va dire que c'est 2 fois plus gros. On va pouvoir mettre des objectifs assez lourds sur cette caméra. Et donc on l'imagine très bien dans ce sens-là, et imaginez la taille du drone pour pouvoir porter cette caméra-là. Je pense pas que ce sera l'Inspire 2, j'espère l'Inspire 3, avec des très grosses hélices et qui sera bien large pour pouvoir porter cette belle caméra. Je la remets, donc on tourne, clique, et on serre. Alors sans plus attendre, allumons cette caméra. On peut la prendre, le on-off il est là. Donc déjà on peut l'atteindre avec le pouce en la portant, ce qui est quand même super cool. Les 2 poignées sont hyper ergonomiques. Nous allons voir qu'on pourra même les déplacer, les enlever, les mettre sur l'écran de retour vidéo. Donc je l'allume, je la prends, je l'allume. Voilà. Si j'appuie sur le 4D. Oh. Donc voilà, donc là elle est initialisée et je la prends. Donc les boutons tombent vraiment sous les doigts. Nous en avons 2 ici pour le pouce. Nous avons un joystick qui sert à réorienter la caméra si on reste en mode caméra épaule. Sur le côté droit, on a une molette, une énorme molette, c'est la mise au point, avec un moteur actif à l'intérieur, donc avec un retour de force, ce qui est extrêmement bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, la molette donne le point et après on peut affiner. Nous avons des boutons ici derrière, sur les majeurs, ce qui est assez dingue. Quand on appuie dessus, il y en a un, voilà, il y en a un, quand on appuie dessus, en fait, ça va être un mode action comme épaule. C'est-à-dire qu'en fait, les moteurs sont quasiment rigides, mais ils sont actifs quand même. Et on va pouvoir faire des modes shaky. Voilà, là c'est un peu, là c'est adouci en fait, la stabilisation est adoucie. Si j'appuie dessus, hop, on peut faire des filets, pardon. Voilà, donc le fameux Z-axis, voilà, donc en fait qui va compenser mes pas. Alors là, effectivement, vous avez tous en tête la poule avec la GoPro, bah c'est un peu ça, hein, c'est la tête de poule. Donc d'autres boutons, on a le picking, voilà, donc là, hop, bouton sous la main, picking, un mode. Là, nous avons Expo, donc en fait, quand on appuie dessus, ça fait apparaître le moniteur de forme d'onde, ou le waveform. Après, donc nous, on a vu la caméra. Sur la caméra, on a donc l'optique, hein, qui est dessus, la monture DJI et la monture du capteur. Et en fait, on va pouvoir changer ces montures pour pouvoir mettre beaucoup d'objectifs. DJI promet du Sony, monture E, du Leica M, monture E, donc elle est là. Il y a les connecteurs, donc ici, et des connecteurs à l'intérieur pour la monture E. Donc ça veut dire qu'en fait, les optiques Sony vont pouvoir être connectées au Ronin 4D et vont pouvoir bénéficier de la mise au point automatique et du Active Track avec les montures Sony qui ont l'autofocus intégré. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'imagine pour Leica ça va être la même chose. Vous avez remarqué que la monture en fait c'est une monture plus un support, et ça va être le support du lidar qui est dessus. Donc sur la monture on va pouvoir mettre le lidar. Le lidar il est là, il est connecté à la nacelle et c'est lui qui va donner les informations de mise au point à donner dans l'objectif. Donc là avec la monture DL, la monture de DJI native, on a le DJI 24 mm, le lidar va donner les informations de mise au point et va les donner à l'optique qui va faire la mise au point. Et donc pour cette mise au point, on a plusieurs possibilités. On a soit l'Active Track qui va traquer le sujet et faire la mise au point sur le sujet. On a la mise au point manuelle avec la molette et on a aussi la possibilité de choisir la zone qu'on veut
qui soit net sur l'écran. Si on regardait ce que ça donne avec d'autres objectifs, let's go. Alors, donc j'éteins la caméra, voilà, hop, elle se pose. Je bloque les moteurs de la nacelle, et donc c'est un système de baïonnette aussi. Donc, on enlève le lidar, voilà. La prise USB-C est super bien faite, ils ont mis une vis de sécurité. Donc on dévisse la vis de sécurité pour pouvoir débrancher l'USB-C. Voilà, et on va pouvoir tourner et enlever l'optique. Donc pour l'instant on a le 24, le 35 et le 50. Donc les optiques de la X7 sont compatibles, ils sont plein format. Seul le 16 mm était Super 35, donc ne couvre pas le capteur plein format de la X9. Là on peut en profiter pour voir le capteur. 24 en hauteur et 36 en largeur. Aussi, ce qui est génial, cette caméra, la tête embarque des ND intégrés. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est si haute, c'est qu'en fait, elle embarque un ND en bas et en haut, plusieurs couches. Et en fait, c'est motorisé et c'est des volets qui vont descendre et monter pour avoir plusieurs ND. DJI propose 9 diaphes de filtration. Donc en fait, de ND2 à ND512, ce qui est énorme. Et tout ça intégré entre le capteur et l'optique. Donc c'est-à-dire que peu importe l'optique qu'on met, on aura toujours de quoi filtrer pour pouvoir avoir des beaux diaphs cinéma. Soit dit en passant, si vous butez un peu sur les specs de cette caméra, je vous invite à regarder le pavé du Quick Start Guide de chez DJI. Hein. D'habitude, on a juste une feuille. Donc là, on va changer la monture. Donc là, cette monture-là, on va l'enlever. Donc on déloque. Hop, et en fait c'est une baïonnette, donc c'est-à-dire qu'il fait comme le PL, on monte, on met dedans et on lock. Donc là on a la monture E, Sony, on la met, voilà, c'est dedans, on lock, voilà, parfait, on remet le lidar, on le serre, on le rebranche, et on resserre, voilà. Et donc là on peut mettre du Sony, ça tombe bien, on a un 50 mm 1.8, hop, et on le met pareil, et là c'est du baïonnette aussi, enfin c'est du lock aussi. D'habitude on a l'habitude de le mettre et de tourner et entendre le clic, là en fait il faut le mettre dedans, et après on serre la bague, voilà. Et il y a même un petit interrupteur pour bloquer l'encerclage, on va entendre le clic, hop, et là comme ça il n'y a pas de risque de desserrage. Par contre j'ai une autre monture, Sony VRFD, FDE, voilà, parfait, on va regarder ce que ça donne. Ça rentre, ça ferme, parfait. Donc là, du coup, j'ai une monture FD. Et donc là, on a nos optiques FD qui sont là. On va prendre le 24, par exemple. Et alors, est-ce que ça passe? Ah, ça rentre. Il y a moyen d'équilibrer. À fond. Ah bah non. Donc ça va, j'ai encore de la marge, voilà, parfait. Est-ce que ça passe? Ouais, super. Et voilà, je vais pouvoir allumer donc, le Ronin 4D avec notre optique 24 mm FD sur le Ronin 4D. Et j'ai une image, génial. L'autofocus n'est pas disponible. Et heureusement DJI y a pensé. On a un moteur qui est là et on va essayer de le mettre pour pouvoir avoir la mise au point. La caméra, tout ça, le chargeur. Donc, soit dit en passant, les batteries, c'est des TB50, les mêmes batteries que le Ronin 2 et l'Inspire 2, à part que là, il y en a besoin que d'une. Donc, tous les possesseurs d'Inspire 2 qui ont le double de batterie vont pouvoir recycler leur batterie pour cette caméra-là. Là, vous pouvez voir aussi, entre l'alimentation et la caméra, il y a une plaque en plus qui est entre les deux prises en sandwich. C'est le système, en fait, de DJI où on va pouvoir mettre en sandwich plusieurs accessoires. Là, en l'occurrence, on voit les 4 antennes, les mêmes que le DJI FPV et le FPV V2, c'est des antennes en SMA, et donc ça en fait c'est le système de transmission HF qui va sur le moniteur dédié au Ronin 4D, sur lequel on va pouvoir plugger les poignées, les mêmes que le Ronin 4D, mais sur l'écran. Donc on va pouvoir accéder aux mêmes fonctions, le point, le diaph, la sensibilité et les réglages de la caméra. Le Ronin 4D a plusieurs systèmes de stockage, donc c'est ici, donc je parlais des systèmes de poignées, on va pouvoir les enlever rapidement. Donc en fait, il va falloir desserrer ici. Il y a un petit bouton là, voilà. Voilà. Donc il y a les connecteurs ici. Là où elle est bien faite aussi, c'est qu'on va pouvoir donc effectivement la glisser, on entend le clic, on serre, et en fait il y a deux, on va dire, deux ergots que quand on appuie, c'est un petit ressort, et en fait ça libère le réglage de la position de la poignée. Et donc le système de stockage, il est ici. Donc là on a un disque SSD de 1 Tera, on va pouvoir l'enlever, voilà, comme ça.
Voilà, donc avec un petit design anti-chauffe, hein, des petites ailettes de refroidissement. Il existe 3 systèmes de stockage. Le système de SSD DJI, là on a 1 Tera, du 120 images secondes en 4K et du 60 images secondes en 6K en ProRes 422 HQ. Sinon, il faut enlever ce bloc-là et on a accès à un slot CF Express type B. Et donc il y a aussi une troisième possibilité, c'est le slot USB-C où on va pouvoir mettre directement un disque SSD en USB-C. Mais là, on va pas pouvoir faire du 120 images secondes ni du 60 images secondes. On va pouvoir faire que du 4K à 60 images secondes. Voilà. Mais bon, si on est entre guillemets en galère de SSD, et on va à la Fnac, on achète un petit disque T5 ou T7. Donc la notice du focus, cette chose-là se met en dessous de la nacelle, on déloque. DJI, en fait, ils aiment bien redéfinir le monde, hein. Donc on est parti historiquement des tiges de 19 en acier, bien dures pour la pellicule. Puis en tige de 15, en alu, et même en carbone même. DJI a sorti le Focus 3D avec son petit moteur Focus, on était presque en 8 mm, et là, nous avons quoi? Je dirais bien du 6 mm, voilà, donc c'est leur nouveau standard. Mais bon, ils miniaturisent tout, mais voilà, pour avoir une caméra de malade. Donc là, le support de tige est en dessous, et donc on va venir mettre le moteur dessus. On voit que le moteur, il n'est pas en face, mais il a des tiges, et en fait, DJI se fournit des tiges de moteur plus ou moins longues. On voit bien que là, on va pouvoir aller même jusqu'ici. Donc je pense qu'il y a juste à dévisser et desserrer. Hop. Et alors, par contre, comment ça tourne? Ah, mais c'est la tige, c'est l'arbre qui tourne, d'accord. Je l'aligne, je resserre, je desserre, je viens dessus, et je resserre. Voilà, et franchement, c'est un système de mise au point miniaturisé, je suis en train d'halluciner. Donc voilà, donc j'ai installé, comme on a vu, donc le focus, on a mis le câble, on a re-engrainé donc le moteur avec la bague de mise au point. On essaye de pas trop mettre les doigts sur le lidar. Hein. On branche le lidar, voilà, tout est bon. On allume la caméra. Voilà, on lance le 4D. Pour son petit effet. Ok. Et voilà, et donc là en fait, on a la mise au point qui est directement sur la molette de mise au point. Donc c'est génial. Voilà. Et là il fait une calibration manuelle, il fait les butées en fait, infini et distance de mise au point minimum. Voilà, calibration complète. Voilà, et alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir avoir le autofocus? Ben voilà, super. Le lidar. Ok, donc voilà donc l'objectif avec notre 24 mm. Et donc vous voyez bien, la sortie HDMI de la caméra représente ce que voit l'écran. On a une molette sur le côté, qui est assez pratique aussi. Voilà, qui est cliquable. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a 4 boutons ici. 2 boutons, donc c'est très simple. On a accès au rush qu'on vient de tourner en appuyant dessus, très simplement. Voilà, on appuie dessus. On va regarder les menus de ce qu'on a dans la caméra de Ronin 4D. Donc recording, donc c'est toutes les options d'enregistrement de la caméra. Donc là on voit qu'on peut être en full frame. Donc full frame, c'est-à-dire qu'on prend toute l'image du capteur. Et quand on clique dessus, on a le choix. En plus, on a les petits pictogrammes qui nous montrent ce que ça représente. Full frame, donc c'est tout. Super 35, c'est un petit peu plus petit, c'est l'équivalent, donc comme on a vu, de la pellicule et de la Komodo. Donc en fait, on va resserrer dans le capteur. Donc c'est-à-dire que si on met le 16 mm de chez DJI, on peut filmer en Super 35 en fait. On le met dedans et on resserre dedans. Nous, on va filmer en full frame. Le codec, donc la fameuse mise à jour avec la perte du ProRes RAW et du ProRes 444, mais qu'on espère qu'ils vont revenir en mise à jour plus tard. Donc là en ProRes 422 HQ, voilà, et résolution 6K. Donc on aura vraiment un vrai 6K, donc, et on va pouvoir choisir les résolutions, 4K, 6K. FPS, donc là on voit bien qu'on peut monter jusqu'à 60, mais 50 FPS déjà c'est pas mal, hein, en 6K, franchement. Ah, donc là je viens de me voir qu'en fait le 6K 50 fps, en fait ils réduisent la résolution à du 239 pour avoir un peu l'effet cinéma. Storage, donc c'est le Cine SSD, le Pro SSD, il s'appelle DJI Pro SSD qui est là. On va requer avec le D-Log, on peut indexer le numéro de la caméra, donc moi j'ai mis R comme Ronin 4D. Voilà. On peut gérer le son, donc il y aura effectivement un accessoire qui va se mettre en sandwich entre la transmission et la batterie. On aura 2 entrées XLR et également 2 sorties SDI. Donc ça c'est super que DJI ait pensé à ça. Ça devrait arriver bientôt.
Voilà, donc là, comme vous voyez, ça module, il y a un micro interne pour le son témoin avec 2 canaux. Il y a également donc une prise entrée micro sur le corps caméra, que je vois là, en prise jack, et il y a une prise aussi écouteur. Je continue. Setting, image sharpness, noise reduction. Mais si c'est le setting de l'image pendant que ça enregistre, bah, on va essayer de rester à 0 et essayer de faire tout ça en post-production, hein, bien sûr. Donc noise reduction, on va laisser à 0. Voilà, rec sound alert, voilà, il y a vraiment plein de réglages, ils ont vraiment pensé à tout. Après on a le display. Donc display, on voit bien qu'on peut avoir du zebra, du waveform, false color, focus assistant, focus picking, lidar waveform. Alors ça c'est assez marrant, le lidar waveform, on va le regarder. Là, le waveform, mais un lidar waveform. Donc en fait ça représente à peu près ce que voit le lidar en noir et blanc. Mais pleine ouverture, 2.8. On va se mettre en F. Voilà. Et donc là, on voit la ligne jaune, c'est le focus, et il va aligner la ligne verte avec la ligne de focus, ce qui fait que là, on voit, y a Joe derrière la caméra, mais en fait, si elle est traquée, si tu enlèves ton casque, voilà, je vais mettre un peu de... voilà, et donc là, vas-y, fais le tour et viens vers moi pour voir, on va voir la ligne verte et la ligne jaune vont s'avancer. La mise au point, en fait, attends ce que tu vas sortir là, sors du cadre. Tu peux même t'éloigner. Voilà, on voit bien le focus vraiment en temps réel. Voilà, là il t'a capté. Hop. C'est vraiment impressionnant. Et si je parle, est-ce que je... Ouais, Il te reprend, ouais. Donc là c'est parce que j'ai cliqué, donc vous voyez l'écran en fait, il y a tous les menus, tous les raccourcis. Sensibilité, diaph, ça c'est le shutter en angle, framerate. Donc vous voyez, en fait, quand je vous ai dit donc format cinéma, là on voit, on est en 2.39. Là on a tous les réglages du stabilisateur. Donc en fait, quand on est habitué depuis le Ronin première génération, on a effectivement on va dire les deadbands, donc les fenêtres d'ouverture sur lesquelles ça n'agit pas. On a aussi la vitesse de rotation et de follow speed. Donc tout ça est relié là-dedans. On peut faire des customs ou pas. Sport mode aussi qui est pas mal. Le joystick pareil, tout ce qui est courbe et expo. Et on peut calibrer la caméra. Gimbal calibration. Et en transmission, voilà donc en fait l'écran dont on parlait, voilà donc qui est super léger. Batterie de l'Ascendance ou du Crystal Sky. Voilà, la batterie est pleine, je l'allume. Là, il a même un super DJI Pro. Par contre, le ventilateur, il est... Ouais. Alors, ce qui est génial, l'écran, il va recevoir en HD l'image, il va pouvoir la ressortir avec grâce à un petit module HDMI et SDI out. Donc ça, c'est super. On peut même l'alimenter donc via une prise dédiée. Et donc, on va pouvoir facilement enlever les poignets, là où ils sont assez forts. Hop, on la met dessus. Voilà. Et normalement c'est connecté et j'ai la mise au point. Donc là j'ai l'écran et je gère la mise au point à distance. Donc c'est vraiment ouf. Voilà. Et voilà. Et franchement la prise en main elle est excellente. Le joystick, la mise au point, il n'y a plus qu'à avoir un opérateur à la main. On va pouvoir aussi mettre les mêmes poignées sur l'opérateur et comme ça on a opérateur point, opérateur caméra. Et j'imagine qu'une troisième partie, voire DJI, va fabriquer des poignées en bois avec la même monture que DJI a designé pour pouvoir avoir l'opérateur caméra qui n'a pas obligé d'avoir la mise au point par exemple et pouvoir porter la caméra parce que là sans poignée c'est un peu difficile de prendre la caméra en main. Donc juste un dernier tour de la caméra. Donc on a les deux poignées avec plein de boutons sur le côté. Sur le côté de la caméra, en fait, on a donc le fameux storage. On a aussi deux boutons, Z mode et recentrer. Donc en fait, si la caméra
n'est pas centrée, on appuie sur le bouton, hop, elle recentre. On a deux petits switch, 3 positions, un peu comme les caméras bêta numériques et les caméras modernes maintenant aussi, l'ont toujours. Donc c'est bien qu'ils aient repris pour pas dérouter les utilisateurs ancestraux. Donc en fait on a 3 positions. On peut off la caméra, la gimbal, donc là les moteurs sont off. On se remet hop en mode follow, donc c'est-à-dire que là en fait on est en mode follow, ça va suivre les mouvements de l'opérateur, et en mode lock, en fait, peu importe les mouvements de l'opérateur, là c'est le vrai mode pull quoi. Voilà. Donc après sur le côté pareil, en fait c'est tout ce qui est mise au point, donc mode de la gimbal. Donc on se met en mode follow et là c'est en mode FPV, donc je vais pouvoir faire tourner en fait sur moi-même. Et c'est très accessible avec le pouce. Mode PT, donc Point Track, et PF, Follow. Sur l'autre côté, on avait dit donc micro et casque, et la prise HDMI, et on a aussi une prise d'alimentation, qui est une grosse Lemo 4 pins de 12 à 30 volts. Voilà. Maintenant qu'on a vu toutes les spécificités de cette nouvelle caméra de chez DJI, mes premières impressions. C'est très bien fait, ça prend tout en compte, c'est-à-dire la mise au point, la stabilisation, tout ça dans un appareil plutôt compact. Donc c'est vrai que ça va être complémentaire avec beaucoup de systèmes de caméra. De plus en plus d'opérateurs aiment travailler seuls, n'ont pas forcément de grandes équipes de cinéma, et donc pas de pointeurs ni d'assistants. Effectivement, en mode run and gun, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. C'est qu'elle est posée, on la prend, on la sort, on l'allume, on est vraiment prêt à tourner en mode stabilisé. Comme avec le drone, DJI, avec cette caméra, crée un marché. C'est une caméra tout en un, c'est-à-dire ça regroupe la stabilisation, la caméra de très très bonne qualité, très bonne résolution, un grand capteur, le système de mise au point, le système de retransmission avec un écran, les poignées. En gros, ils ont revu complètement ce qui se faisait dans l'audiovisuel, mais pas que le cinéma, dans la télé, le corporate. Ils ont revu, ils ont fait table blanche et ils ont fait je veux redéfinir ce que c'est une caméra. Et la voici. Et ils ont mis 3 ans à la faire, et heureusement qu'ils ont pris leur temps pour la faire, parce qu'elle est très aboutie. Donc voilà, tu rentres dans la boutique DJI, tu demandes la caméra, une optique, un SSD, il y a la batterie et le chargeur qui est livré avec, il y a la X9, tout ça. Tu ressors avec cette boîte qui est magnifique, hein. Tu ressors avec cette boîte et en fait tu peux tourner direct. Donc c'est-à-dire que tu as les poignées, tu as le lidar, tu as l'optique, tu es prêt à tourner en 4K et le tout stabilisé. Donc cette caméra-là, on en a pensé, on en a rêvé depuis longtemps. DJI a commencé avec le Ronin il y a même pas 10 ans, hein, c'était en 2014, le Ronin première génération, assez lourd et tout ça. Et aujourd'hui, ils sortent cette caméra. Effectivement, avec la X7, on a pu la déporter, faire un système indépendant, mais elle est pas aussi abouti que ça. Là, on prend la caméra, on a tout ce qu'il faut. Le point, le diaph, c'est vraiment sérieux. C'est de très bonne facture. Et demain, on me dit j'ai un tournage, tu prends cette caméra-là. Franchement, je pense que beaucoup d'opérateurs seront contents d'avoir cette caméra pour faire leur projet vidéo. Moi personnellement, la Komodo elle est très bien, mais effectivement peut-être que je vais me laisser tenter parce que le côté tout stabilisé, prêt à être dégainé, en plus à pouvoir jouer avec la mise au point, mettre des optiques un peu plus vintage et tout ça, c'est vrai que c'est tentant. En voyant les rushs bruts et avec la lutte de ce 6K en ProRes 422 HQ, j'ai été vraiment surpris face à la Raptor qui elle tournait en 4K ProRes 444. Assez surpris. Donc la Raptor, elle, en RAW, elle a une latitude énorme, mais en caméra de complément, franchement, vous ne serez pas déçus, et même en caméra principale pour des projets, je pense que personne ne sera déçu parce que c'est innovant et c'est le début d'une longue histoire de DJI dans la caméra au sol. À peine sortie, la caméra est déjà acceptée par des chefs opérateurs de la communauté du cinéma. C'est un très bon début pour cette caméra. Donc si vous êtes intéressé par cette caméra et que vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à appeler ou à aller directement à la boutique DJI Store de Paris. Une équipe vraiment de passionnés DJI sera là pour vous écouter et vous renseigner sur cette extraordinaire caméra. C'est tout pour aujourd'hui pour cette caméra-là. J'espère que cette vidéo vous a plu.
En tout cas, moi, la caméra m'a plu. J'espère vraiment qu'elle fera partie de notre parc d'ici peu. Et sur ce, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!